Et merci à la presse dignement représentée par le journal La Provence. Patrick, si tu veux nous faire l'appel, je te remercie. Boyer Yves. Biel Marie-Hélène. Mérigot Bresson Laurent. Mérigot Hélène. Gomez Eliane. Royer Christian. David Mathieu Christiane. Patrick Gay présent. Louis Olivier. Leclerc Jean-François. Présent. Tavernari Roland. Présent. Nicolas Jacques. Présent. Blanès Thierry. Présent. Villon Patrick, représenté par Laurent Bresson. Vedel Chantal, représenté par Hélène Mérigot. Florence Lecomte. Lionel Gomez. Andrzejewski Renaud Florence. Pereira Elisabeth. Rémi Laurent, représenté par Lionel Gomez. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Bouillin Marine. Piazeski Valérie. Digne Boris. Absent. Ripoll Bruno. Agoguet Fernaillon Véronique. Elam Lili Neza et Claire Pierre, représentée par Madame Agoguet. Très bien. Très bien, merci Patrick. Donc avant de démarrer ce conseil municipal, comme vous le savez, nous avons connu le décès de quelqu'un qui a été maire sur la commune de Germain-Giraud, qui est décédé le 22 mai dernier. Et donc je vais dire un petit mot et puis je souhaiterais après qu'on respecte une minute de silence comme la coutume républicaine le veut. Alors, donc Germain Giraud qui est décédé le 22, qui a été enterré le 25 mai dernier à Châteauneuf-du-Pape. Je rappelle simplement qu'il a succédé à la direction de la minoterie Giraud, il a succédé à son père, puis il a développé son activité en rénovant le moulin, en le modernisant, avant de le vendre, dans un premier temps au groupe France Farine, où il a intégré le directoire de France Farine, où il a lancé la marque Francine. Et puis, il a racheté ensuite le moulin, puisque France Farine avait connu un certain nombre de difficultés, pour le recéder à nouveau à la société Soufflet Alimentaire, qu'il exploite aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, de nombreux taureaux ont travaillé dans cette entreprise et conservent de bons souvenirs. En 1989, Germain Giraud est élu maire du Thor, puis il a été réélu 2 fois jusqu'en 2008. Il a réalisé ainsi 19 ans de mandature, puisqu'il y a un mandat qui a été d'une année plus longue. Et on peut citer un certain nombre d'actions qui ont été menées durant cette période. Donc la construction du gymnase, celle de la station d'épuration, l'école de la Calade, la construction de la caserne des pompiers en partenariat avec le département. Et je le disais l'autre jour, aujourd'hui on ne pourrait plus construire une caserne de ce type, aussi spacieuse, importante. La restauration du toit de l'église, la rénovation du cours Victor Hugo et du cours Gambetta. Et il a lancé le projet, même s'il ne l'a pas réceptionné, de l'ère des gens du voyage. Donc on peut dire que ces 19 ans, il y a un bilan concret de réalisation. Puis il a été un acteur aussi de la création de l'intercommunalité avec les 4 autres communes. Donc il en a été le premier vice-président. Et puis en 2008, il s'est consacré à la gestion de son domaine viticole situé à Châteauneuf-du-Pape. Donc la commune était très bien représentée à ses obsèques, puisqu'il y avait une trentaine de personnes environ, dont 8 pompiers qui effectivement ont gardé un souvenir, je dirais, très, très important de l'action qu'avait pu mener Germain Giraud pour qu'ils aient une caserne digne de ce nom. Donc si vous le permettez, en sa mémoire, je souhaite que nous respections une minute de silence. Merci.
Donc, le premier point de notre conseil municipal traite du compte-rendu de la séance du 23 avril dernier, que je dois vous faire approuver. Avez-vous des questions, des modifications ? Donc, je soumets à votre vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, 4 abstentions approuvées à la majorité. Nous abordons ensuite le dossier de la communication des décisions du maire, qui sont au nombre de 12. Avez-vous des questions sur ces décisions ? Oui, Madame Agoguet. Oui, bonsoir, ceux que je n'ai pas vu. Ça concerne les bornes escamotables. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur leur implantation ? Pardon, la décision numéro 20, sur le marché de maîtrise d'œuvre. Donc, il est prévu, dans le cadre des travaux cœur de ville, de mettre des bornes escamotables pour un coût non négligeable sur les tranches optionnelles 2 et 3. Et voilà, je voulais savoir si également la déclaration de travaux allait tenir compte de ces bornes déjà. Et voilà, si on pouvait avoir plus de... Mais est-ce que vous pouvez préciser votre question sur les bornes escamotables ? Où est-ce qu'elles sont positionnées ? Ah, d'accord. Alors, il y a plusieurs types de bornes escamotables. Il y en a qui sont destinées en fait à bloquer la circulation pendant les festivités, donc qui seront en fait au début des rues essentiellement. Il y en a qui sont sur la rue de la République, au Beffroi, et il y en a qui sont prévus pour permettre le stationnement de camions de livraison sur la rue de la République, à hauteur à peu près de la maison de Madame Granier, là, je ne sais pas si vous voyez, à l'angle de la rue de Verdelin et de la rue de la République. Il y en a également qui sont là pour réglementer la circulation pour les livraisons qui se feront sur la place du 8 mai. C'est parce que seules certaines livraisons seront autorisées, donc il y aura des bornes qui permettront aux commerçants de les utiliser. Donc, sécurité des festivités, protection des places et quelques aménagements, quelques stationnements spéciaux, si vous voulez. Merci. Oui, je vous en prie. Oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même un projet, enfin la DP elle est prête, mais on ne pourrait pas la voir en amont du dépôt de la DP ? Mais le projet, il a été exposé pendant plus d'1 mois dans la salle d'exposition de l'Office du tourisme, donc commenté au public. Il a été exposé ensuite ici dans la salle du conseil municipal. Et l'ensemble de ces détails, ça va jusqu'à la description des types de matériaux, etc., était dans cette exposition. Alors, savoir que la place, par exemple, allait être bloquée. Moi, j'ai assisté à l'exposition, j'ai assisté aux ateliers, mais à savoir que la place du 8 mai allait être bloquée, donc interdite à la circulation, s'il y a des bornes... Il y a des bornes, justement, pour limiter la circulation. Oui. Voilà. Bon. C'est des détails qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vus, dont on n'a pas eu d'informations. On peut vous les préciser. On est à votre disposition pour tous les gens qui veulent avoir des renseignements. C'est pour ça qu'on a fait cette exposition où toutes les questions étaient possibles. Alors les questions étaient possibles, il fallait encore qu'elles soient posées. Mais rien ne s'oppose à ce qu'on vous réponde précisément sur ce projet. Il est public. La déclaration de travaux, je pense que c'est quelque chose de public. Ça passe aujourd'hui, là. Elle passe aujourd'hui au conseil municipal, oui. Au mois de juin, on a prévu une commission de travaux au mois de juin. On peut peut-être au mois de juin, regarder un peu ça, parce qu'il y a aussi des problèmes d'accessibilité qui n'ont pas forcément été vus. De toute façon, il n'y a pas eu de commission accessibilité et je trouve que dans la mesure où ça modifie les circulations et l'accessibilité du cœur de ville, je pense que ce serait bien quand même qu'on puisse le regarder. Ça aurait été bien en amont du dépôt de la DP, mais bon, voilà.
Ok, mais à la commission de travaux, on vous expliquera ça un peu plus dans le détail, si vous voulez. Pour ceux qui... Mais je vous dis, on est à votre disposition pour toutes les questions. C'est pour ça qu'on est resté, combien, 3 semaines 3 semaines en exposition, donc pour répondre à toutes ces questions. On a répondu à toutes les questions posées. Pour avoir des questions, il faut avoir un minimum d'infos. Mais les infos, on les a Oui, données. oui, bien sûr. D'accord. Bon, on peut le voir en commission. Ok. Non. Avez-vous d'autres questions? Ah oui, juste sur la décision, la dernière, là, sur... donc, on va revendre les revolvers et il y aura des pistolets. Et je voulais savoir si les pistolets avaient déjà été achetés, puisque là, vous avez pris la décision de revendre les revolvers. Il y aura... Mais c'est passé déjà, cette commande est déjà passée en décision et au conseil municipal. Donc, bien vous sûr. les avez déjà reçus et Oui, oui, avant sûr. la vente, ils ont déjà le matériel. Oui, bien sûr. Voilà. Et les employés municipaux, les policiers municipaux ont eu la formation adéquate pour... Voilà. Très bien. Donc, nous avons 13 ou 14 délibérations, dont 5 sont consacrées aux aspects, je dirais, budgétaires et à l'année 2018, puisque nous allons présenter à votre vote le compte administratif et les comptes de gestion. Donc c'est un moment, je dirais, important où on peut, au-delà du vote, prendre un peu de recul et voir si les engagements qui ont été pris au moment du budget, et je rappelle que le budget a été voté en janvier 2018, si ces engagements pris ont été tenus, quels sont les résultats, je dirais, pour la commune, et quelle est la solidité financière de notre commune après une année d'exercice 2018. Donc c'est un moment de prise de connaissance et d'échange. Donc je laisse Patrick Gay, adjoint aux finances, nous présenter donc la première délibération qui est le budget annexe assainissement collectif et assainissement non collectif. C'est la plus rapide, comme vous allez le voir, et après l'adoption des comptes de gestion. Merci Patrick. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous examinons ce soir l'exécution du budget 2018. Nous avons 4 délibérations à voter. La première concerne le budget de gestion, c'est-à-dire le budget qui est le compte de gestion, c'est-à-dire le compte qui est tenu par le comptable public, qui paye les dépenses de la commune. Le deuxième concerne le compte administratif, c'est le compte qui est tenu par la comptabilité de la commune, qui est l'ordonnateur des dépenses qui affectent la commune. La troisième délibération concerne l'affectation du résultat. Effectivement, la comptabilité débouche sur un résultat qu'il faut affecter. Donc, ça sera la troisième délibération. Et en fait, la quatrième délibération concerne le budget supplémentaire 2019, c'est-à-dire le nouveau budget 2019 tel qu'il est modifié par l'affectation du résultat et par les nouvelles dépenses qui sont apparues depuis l'adoption du budget original, du budget initial. Donc je commence par l'adoption du compte de gestion 2018. Donc c'est le compte qui est tenu par le comptable public. Alors, les services de la commune se sont assurés que le receveur, donc le comptable public, a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Pour l'exercice 2018, le résultat d'exécution est en tout point concordant entre le compte administratif et le compte de gestion. Il est présenté dans un tableau qui figure dans le dossier de délibération, qui fait apparaître un résultat d'exécution sur l'exercice en fonctionnement de 1 800 369 euros en fonctionnement et en investissement 260 042, ce qui fait un total cumulé de 1 275 412 euros. Alors, il s'agit du compte principal. Il faut parler également des comptes de gestion du budget annexe assainissement du budget SPANC, mais qui n'ont connu aucun mouvement ni aucune écriture passée en 2018. Seulement, la comptabilité publique a ouvert
ces comptes par l'application Helios dans la trésorerie municipale et formellement le compte municipal doit adopter les comptes afin de les clôturer définitivement. Donc je vous prie de bien vouloir délibérer à la fois sur le budget principal, le compte de gestion du budget principal et les comptes de gestion des budgets annexes assainissement. Bien sûr, nous rentrerons beaucoup plus dans le détail de ces comptes lors de l'examen du compte administratif. Avez-vous des questions sur le compte de gestion? Donc, pas de questions. Donc, je soumets à votre délibération d'approuver le compte de gestion du budget annexe assainissement collectif dont l'exécution est à 0, du budget annexe non collectif dont l'exécution est à 0, d'approuver le compte de gestion du budget principal 2018 qui est en tout point concordant avec le compte administratif de la commune et dit que les comptes de gestion visés et certifiés conformes par l'ordonnateur n'appellent pas d'observation de sa part. Avez-vous y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? Donc nous passons maintenant à l'examen du budget principal donc, et des budgets annexes en ce qui concerne les comptes administratifs. Donc, Patrick, je te donne la parole. Donc il s'agit des comptes tenus par la commune directement. Alors l'exercice 2018 se caractérise par le maintien d'une marge de manœuvre significative au niveau de l'autofinancement. Ceci permettant à la commune de poursuivre une politique d'investissement concrète et ambitieuse. Ça, c'est pour le résumé global. Le compte administratif 2018 fait apparaître en section de fonctionnement d'abord une réalisation qui est la suivante. En dépenses, nous avons réalisé 93% des crédits budgétisés pour 7 731 154 €, c'est-à-dire une différence de moins 7 par rapport à ce qui avait été prévu. En recettes, au contraire, nous avons encaissé des recettes de 8 739 523 €, soit 105,1% des crédits budgétisés, c'est-à-dire 5% de plus que ce qui avait été prévu. Donc moins 7 en dépenses, plus 5 en recettes, ce qui fait plus 12 au total, donc ce qui explique en partie le bon résultat de l'exercice 2018. Ensuite, vous avez sur l'écran qui apparaît les dépenses de fonctionnement et la répartition des dépenses de fonctionnement en grande masse. Je ne vais pas tout passer en revue, mais je commence par les principales, les charges de personnel. Le montant des charges de personnel s'est élevé en 2018 à 4 450 248 €, et ces charges, c'est le point essentiel, sont stables par rapport à celles de 2017. Les explications ont déjà été données sur le sujet de pourquoi ces charges restent stables. Les autres charges de fonctionnement. Alors, les autres charges de fonctionnement ont baissé assez fortement de 12,5%, et ça s'explique très bien à cause de la baisse des dépenses d'alimentation. En effet, la création du GIP Cuisine Centrale, mise en place à partir du mois d'avril 2018. Donc cette structure supporte directement toutes les dépenses liées à la production des repas, alors qu'avant c'est la commune qui les payait directement, les repas pour la commune et pour l'EHPAD. Donc, mais on retrouve en fait ces dépenses dans les autres charges de gestion courante, puisqu'il faut bien que la commune finance le GIP. Donc voilà. Alors, les autres charges de gestion courante, elles se sont élevées à 852 619 €, soit un peu moins, même moins 6% par rapport à 2017. Et cette diminution s'explique principalement par le fait que la dotation au CCAS a été diminuée en 2018 suite au transfert de la compétence petite enfance et ainsi qu'à la mutualisation des services ressources humaines et comptabilité des deux structures. Voilà. Et puis alors, la participation du GIP, au contraire, se traduit par une dépense nouvelle, supplémentaire, de 146 025 €. Et enfin, le montant des subventions aux associations s'est élevé à 109 345 € en légère augmentation par rapport à 2017 et à 2016, plus de 100 000 € par rapport à 2017. Alors maintenant, nous passons aux atténuations de produits. Ce chapitre regroupe les diminutions de recettes fiscales décidées par l'État, et son augmentation a été en 2018 de 47 581 €. Ce chapitre regroupe les prélèvements suivants. Je ne vais pas tous les donner, mais je donne les principaux.
le prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU, c'est-à-dire la participation pour non-réalisation de logements sociaux. Alors ce montant a atteint 157 000 € en 2018 contre 106 000 en 2017, donc une assez forte augmentation parce qu'aucune charge de 2016 n'est venue en déduction de ce prélèvement. Voilà. Ensuite, je passe directement aux charges financières. Les charges financières de la commune, le montant des intérêts payés par la commune s'est élevé à moins de 100 000 € en 2018, 93 604 €. Ces frais sont en diminution par rapport à 2017 suite à l'extinction de certains emprunts. Et puis la commune bénéficie toujours du maintien de taux bas. On peut regarder l'évolution des charges financières au compte administratif depuis 2011. En 2011, les charges financières représentaient plus de 200 000 €, c'est-à-dire plus du double du montant atteint en 2018. Et pourtant, en 2012, par exemple, la dette était à un montant identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça montre bien que la baisse des charges financières est liée à la baisse globale des taux d'intérêt sur les nouveaux emprunts. Alors nous passons maintenant, après avoir vu les dépenses de fonctionnement, aux recettes de fonctionnement. Et vous avez un nouveau camembert qui apparaît à l'écran. Alors les principales recettes, ce sont les taxes directes locales, qui représentent 4 891 000, qui ont représenté 4 891 340 €, en augmentation de 3,7% par rapport à 2017. Et cette augmentation est liée à l'évolution des bases, puisque les taux sont restés stables, n'ont pas été modifiés cette année, 2018, ni 2019 d'ailleurs. Donc l'augmentation est liée aux bases, et j'ai un tableau sous les yeux qui montre que la taxe d'habitation, les bases ont augmenté de 3,43%, la taxe foncière bâtie de 2,43% et la taxe foncière non bâtie de 0,59%. Voilà, donc ça représente quand même une forte proportion des recettes. 56% les contributions directes représentent 56% des recettes de fonctionnement. Ensuite, la compensation versée par la communauté de communes, elle est de 508 937 € en 2018. Elle est en diminution par rapport à l'année précédente, suite au transfert de la compétence petite enfance qui a été reprise par la communauté de communes. Voilà. Alors les autres recettes fiscales, eh bien, nous pouvons parler par exemple de la nouvelle taxe sur la publicité extérieure, la TLPE. Cette nouvelle taxe a représenté 44 054 € en 2017 et pour 2018, le montant s'est élevé à 39 017 €, c'est-à-dire un peu en baisse par rapport à la première année. En effet, comme attendu lors de la mise en place de cette taxe, certaines entreprises qui voulaient moins payer ont diminué leur dispositif publicitaire et c'était également un objectif recherché par la commune. Alors nous passons maintenant aux dotations de l'État et participations. Ce chapitre s'est élevé en 2018 à 1 620 000 €, en diminution par rapport à 2017 d'à peu près 8%. Les dotations de l'État sont restées à peu près stables. Elles ne sont plus en diminution, mais elles ne suivent pas la progression de la population. Donc elles sont stables, mais elles ne suivent pas la progression de la population. Voilà pour les principales recettes de fonctionnement. Alors les recettes, nous allons aller tout de suite au résultat de la section de fonctionnement, c'est l'essentiel. Le résultat de la section de fonctionnement sur l'exercice s'établit à un peu plus d'1 million d'euros, 1 8 369 €. Donc le résultat s'inscrit dans la continuité du maintien d'une épargne disponible de bon niveau, et c'est le graphique que vous voyez sous les yeux, et donc des capacités d'investissement de la commune, donc un bon résultat pour le fonctionnement. Nous passons maintenant à l'investissement. Alors la section investissement a été réalisée comme suit. En dépenses, 4 212 000 €, soit 72% des crédits budgétisés.
Et à ces dépenses doivent s'ajouter ce qui reste à réaliser de 2018 et qui n'a pas pu être fait dans l'année, mais qui va continuer d'être réalisé en 2019, soit un montant de 289 728 €. Ce qui porte, si on ajoute les réalisations et les restes à réaliser, le taux de réalisation à 76%, qui est un taux très élevé et très satisfaisant. Et en recettes, nous avons 4 479 247 €, soit 76% des crédits budgétisés. Et là, vous voyez encore que les recettes sont supérieures aux dépenses, qu'il y a donc un excédent de la section du budget investissement. Alors, nous passons en revue maintenant les principales dépenses d'investissement. Alors, nous commençons par les dépenses hors opération, c'est-à-dire qui ne sont pas individualisées comme des grands projets. Ces dépenses les plus importantes concernent la rénovation des vestiaires du stade Roger Faury, le réaménagement de l'ancienne cuisine centrale en bureau et la construction d'un columbarium et d'un caverne au cimetière. Dans le secteur du sport, en plus des travaux importants cités ci-avant, la tribune du stade du Bourdis a été entièrement restaurée. De plus, comme chaque année, la municipalité a engagé une partie de son budget d'investissement pour équiper les écoles en fonction des besoins établis avec les directeurs et pour l'entretien des bâtiments scolaires. La commune investit également dans son patrimoine avec la restauration d'une portion des remparts médiévaux. Donc maintenant, nous passons aux dépenses d'équipement par opération, c'est-à-dire les grands projets. Les dépenses d'équipement par opération se sont élevées à 2 668 840 €, en forte hausse par rapport à 2017, puisqu'elle était moins de la moitié, elle était à 1 100 000 en 2017. Les principales opérations réalisées en 2018 sont les suivantes. Réhabilitation de l'école des Jardins, 806 376 €, auxquels s'ajoutent 172 339 € de reste à réaliser, soit une opération totale de près de 1 million d'euros, 978 716 € pour être précis. La voirie, avec l'opération voirie qui a concerné la réfection de la passerelle de la gare Ancine, le chemin nouveau et le chemin des 5 cantons, plus d'autres chemins divers, pour un montant total de près de 500 000 €. La voirie encore avec l'opération spécifique chemin des Mourguettes, pour un montant de 285 000 € et le chemin de Montclar avec presque 120 000 €. Enfin, la poursuite de 2 chantiers importants débutés en 2017, le nouveau CCAS pour 257 000 €, l'annexe mairie et la nouvelle poste pour 340 000 €. Enfin, ont été réalisées la réfection de la toiture du centre technique municipal et la mise aux normes du site pour 169 000 €. Enfin, la poursuite de l'installation de la vidéoprotection s'est poursuivie pour 94 954 €. Enfin, la commune a débuté en 2018 l'opération du réaménagement du centre-ville avec le démarrage de la maîtrise d'œuvre, donc des études, pour un montant de 62 891 €. Des études ont également été engagées pour la rénovation du bâtiment Le Bourdis. Voilà un brossage assez détaillé des différentes réalisations en matière d'investissement qui ont été réalisées en 2018. Nous passons maintenant au financement de ces projets. Donc l'emprunt, le remboursement du capital d'abord. Remboursement du capital, la dotation nécessaire à l'amortissement de la dette courante, donc le remboursement du capital sur les emprunts déjà conclus, s'est élevé à 620 290 €. Et c'est en diminution par rapport à 2017 où cet amortissement atteignait 658 840 €. Donc cette diminution s'est opérée malgré le nouvel emprunt de 1 million d'euros contracté en fin 2017, et ceci s'explique par l'extension d'autres emprunts antérieurs et avec des taux d'intérêt plus élevés. En 2018, un nouvel emprunt d'1,5 million a été contracté, portant l'encours total de la dette au 1er janvier 2019 à un peu moins de 6 millions d'euros, 5 987 367 €. Ce qui permet de regarder l'évolution de cette dette dans le temps. Et on s'aperçoit qu'en 2019, la dette est d'un montant équivalent à celui de 2011-2012, de 2012 plutôt. En 2012, nous étions à 5 970 000, donc 5 987 000 en 2018. Et s'agissant de la dette par habitant, comme le nombre d'habitants s'est développé,
Le montant au 1er janvier 2019 de la dette par habitant est de 656 pour une population de 9026 habitants, ce qui est bien inférieur à la moyenne de la strate des communes comparables, qui, au 31/12/2017, était de 849 €. Donc nous sommes à 656 contre 849 pour la strate des communes comparables. Alors nous passons maintenant aux recettes d'investissement. Les principales recettes d'investissement sont présentées dans un camembert que vous avez sous les yeux. Alors, l'excédent de fonctionnement capitalisé. En 2018, l'excédent de fonctionnement capitalisé s'est élevé à 1 440 724 €. Il correspond à l'affectation en investissement du résultat de la section de fonctionnement de 2017. Nous passons aux subventions d'investissement maintenant. Alors, les subventions se sont élevées à 413 644 €. Ces subventions ont concerné la restauration du beffroi, avec un fonds de concours de la communauté de communes, le réaménagement d'un bâtiment pour installer de nouveaux CCAS, un premier acompte, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR 2014, et de la réserve parlementaire cumulée font un total de subventions pour le CCAS de 65 893 €. La réhabilitation de l'école des jardins, une avance sur la DTER, donc il n'a pas été intégralement versé, de 103 929 €. La réalisation d'un skatepark et d'un city-stade, une subvention du Conseil régional de 79 500 €, et le solde de la réserve parlementaire. Et puis enfin, la réhabilitation d'un bâtiment pour y installer la nouvelle agence de la Poste et une annexe de la mairie, subvention du conseil départemental au titre de la contractualisation de 86 200 €. Donc vous voyez que les subventions rentrent de différents partenaires de la commune. Et puis pour boucler ces financements, il faut bien sûr recourir à l'emprunt. Et en 2018, la commune a contracté un emprunt d'1,5 million €. 1 500 000 €. Les conséquences sur l'endettement ont déjà été présentées, donc voilà. Et nous passons maintenant au résultat de la section d'investissement. Alors ce résultat de la section d'investissement, comme je l'ai dit en entrée, est positif puisque les recettes sont supérieures aux dépenses. L'exercice se termine avec un excédent de 267 042 €. Il est nécessaire de tenir compte des restes à réaliser pour avoir une vision plus globale de ce résultat. Et il faut rajouter également le report de l'année antérieure. Le report de l'année antérieure étant bien supérieur au reste à réaliser, on arrive à un excédent substantiel de la section investissement de 455 478 €, près de 500 000 €, 4,5 millions. 455 000. Voilà, c'est présenté dans un tableau. Donc, globalement, le résultat de la section, le résultat de clôture de l'exercice 2017 en section de fonctionnement, on l'a déjà dit, s'élève à 1 300 000. 1 300 000 en résultat de clôture, c'est-à-dire en tenant compte du résultat de l'exercice 2017. En section d'investissement, le compte administratif présente un résultat de clôture de 745 260 €, mais il faut y déduire le solde des restes à réaliser de 189 728 €, ce qui fait un solde de la section d'investissement réel de 455 000 €. En rajoutant les deux, nous arrivons à un total de plus de 2 millions d'euros de résultats de clôture 2018. Donc c'est un résultat quand même assez important, très, très satisfaisant. Et après l'examen du compte administratif et du compte de gestion établi par le comptable public, on l'a déjà dit mais je le répète, ceux-ci apparaissent en tout point concordants. Donc il y a concordance entre le compte administratif que je viens de présenter et le compte de gestion. Et je vous propose donc en conséquence de voter le compte administratif du budget principal. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Patrick, merci de cette présentation. Avant de passer aux questions, je souhaiterais souligner la bonne performance de ce résultat et en profiter pour remercier l'ensemble des équipes qui ont contribué, bien évidemment les élus en charge de ces dossiers, mais aussi les différents agents, les différents services
qui d'une part ont respecté les consignes et ont été aussi pourvoyeurs d'idées, de solutions, d'imagination pour arriver à avoir sur la section de fonctionnement notamment des économies qui sont tout à fait substantielles. Donc je tiens à ce que ceci soit inscrit au compte-rendu de ce conseil municipal, qui soit remercié, et je charge Hélène Pelletier, qui est présente là, de bien vouloir adresser nos remerciements aux différentes équipes. Y a-t-il des questions ? Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, moi j'ai une observation encore comme l'année dernière. C'est effectivement c'est un résultat qui est largement positif, mais moi je m'interroge toujours sur l'augmentation des taux d'imposition. Effectivement, on le voit, et il y a un résultat qui est correct. Donc, pourquoi avoir augmenté les impôts de cette façon ? Ça a quand même pris, les taux ont pris 3 points pour l'un, 2 points pour l'autre. On est nombreux à continuer à payer des impôts. Pour certains, ils ont été, leur base de calcul a été réévaluée également. Enfin, je me dis, il y a quand même de l'argent. Pourquoi avoir augmenté autant les impôts ? Et voilà, il y avait d'autres leviers. Petite précision, les taux d'imposition n'ont pas bougé depuis 2 ans. Donc vous commettez peut-être une petite erreur. Pas du tout. Pas depuis enfin, je sais que c'est depuis 2 ans, mais pourquoi depuis 2 ans avoir augmenté les impôts ? Ils ont été augmentés non, justement, depuis 2 ans, ils n'ont pas bougé. Non, mais vous jouez sur les mots. Les taux d'imposition de la commune n'ont pas bougé. En revanche, les bases, et ça c'est pas notre décision, c'est une décision de l'État. Les bases, nous ne touchons pas le niveau des bases, nous. C'est l'État qui nous les affecte et qui nous dit, je crois que c'est le 31 mars de chaque année, il nous dit voilà les bases sur lesquelles vous allez toucher et d'ailleurs l'État est engagé, lorsqu'il nous annonce ces bases, il est engagé à nous payer en fonction des taux qui ont été votés par la commune sur ces mêmes montants-là. Les valeurs locatives sont réévaluées puisqu'on a une convention avec on a une convention avec le DGFIP et l'intercommunalité qui recalcule éventuellement dans le... Mais on l'a signé il n'y a pas très longtemps en intercom. Mais c'est ni l'intercommunalité ni la commune qui décide de ces valeurs locatives. C'est l'État. C'est la DGFIP qui le décide. Après, qu'il y ait des commissions pour un certain nombre de décisions, c'est fort possible, hein, mais ça n'a rien à voir avec les bases et les évolutions que Patrick vous a détaillées. Nous ne sommes absolument pas maîtres de ce chapitre. Et les bases telles qu'elles ont évolué, les taux sont exactement les mêmes pour notre commune, pour Gadagne, pour l'ensemble des communes de France. C'est pas nous qui le décidons. Voilà. Alors, le fait que ça amène des recettes supplémentaires au bénéfice de la commune, nous en sommes satisfaits. Après, qu'on regrette en tant que citoyen payeur que même si les taux de la commune n'ont pas augmenté, les bases aient bougé, ben ça c'est autre chose si vous voulez. Mais ce n'est pas du tout du fait de la commune. Voilà, je tenais à le préciser. Avez-vous d'autres questions ? Oui, monsieur Ripoll ? De la même manière, si on en reste aux recettes de la commune, il a été prévu dans le budget primitif un emprunt de 1 500 000 et on arrive avec un excédent important. Donc effectivement, il y a une gestion positive, donc on peut que s'en réjouir pour les taurois. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise anticipation ? C'est vrai qu'on ne peut pas tout prévoir. Mais finalement, c'est 1 500 000, on n'en aura pas besoin en définitif. Vous allez revenir là-dessus. Donc, oui, une bonne gestion, mais peut-être aussi une mauvaise anticipation. Est-ce qu'il n'y a pas des projets en retard ? On a vu que certaines choses ont été faites, mais sur plusieurs tranches. Certaines choses ont été commencées en 2017, finies cette année. Le cœur de ville a mis du temps à sortir. Est-ce que vous aviez bien toutes les subventions ? Est-ce que du coup, ça n'explique pas aussi l'excédent que l'on constate aujourd'hui ? Alors, quelques précisions, parce que j'ai l'impression que les chiffres et les montants que vous donnez sont pas justes. Au budget 2018, nous avions prévu, au budget, je dis bien au mois de janvier, un emprunt qui était de 2 millions d'euros. L'emprunt réalisé a été de 1,5 million.
et qui a permis de boucler le budget d'investissement. Au budget 2019, qui a été voté au mois de janvier, le projet de budget faisait apparaître une nécessité d'emprunt de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Parce que nous n'avions pas, en janvier, le résultat du compte administratif. Et donc, la délibération suivante est celle qui va voter la modification budgétaire pour intégrer ce résultat 2018, plus un certain nombre d'opérations. Et vous verrez que le recours à l'emprunt, qui était initialement prévu à 3 millions d'euros, va être réduit pour être ramené à 1,5 million. Voilà. Mais tout ça, c'est face à un projet de réalisation d'investissement. Donc ce n'est pas de la mauvaise anticipation. Quand on boucle un budget, tant qu'on n'a pas le résultat du compte administratif, on n'a pas le droit de mettre « nous allons faire 1,5 million de résultats » alors que le compte administratif n'est pas bouclé, que le trésorier ne nous a pas donné son atterrissage, etc. Ça serait D'abord, ça ne passerait pas au niveau de la trésorerie, mais ça serait de la cavalerie. Aujourd'hui, où nous avons le compte administratif, effectivement, nous allons ramener la nécessité de l'emprunt de moitié, à peu près de moitié. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'anticiper et faire de la cavalerie, quoi. C'est surtout ça qu'il ne faut pas se tromper, là. Bon. Donc avant de passer au vote, et je sortirai pour le vote, puisque le maire ne participe pas au vote, avez-vous d'autres questions? Non. Donc je laisse la présidence du Conseil à Madame Biel. Merci. Bien. Après en avoir délibéré, alors l'article 1... approuve le compte administratif de l'exercice 2018 qui est en tout point concordant au compte de gestion du receveur municipal et se résume comme suit. Donc je vais vous faire grâce des deux tableaux puisqu'on les a déjà vus avec Patrick Gay. Alors, y a-t-il des oppositions? Trois oppositions. Y a-t-il des abstentions? Une. Je vous remercie. C'est voté à la majorité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui traite donc du budget principal avec l'affectation du résultat. C'est ce que je disais tout à l'heure à M. Ripoll. Donc Patrick, tu as la parole, merci. Oui, alors le compte administratif 2018 étant adopté, il s'agit maintenant d'affecter le résultat. Celui-ci sera repris ensuite dans le budget supplémentaire 2019. Alors vous avez sous les yeux, enfin vous l'aviez tous les yeux, un tableau qui donnait les résultats. Donc je rappelle, résultat d'investissement 745 000 € en clôture. Alors ce résultat d'investissement, on ne peut pas y toucher. En fait, il reste dans l'investissement. En fait, l'affectation concerne surtout, ne concerne que le fonctionnement. Le fonctionnement, le résultat du compte est d'1 300 000 €. On a la possibilité soit de le laisser tout en fonctionnement, soit d'en ventiler une partie sur l'investissement. C'est ce que nous faisons. Nous proposons, à titre précautionnel, de garder 300 000 € en fonctionnement et de reporter tout le reste en investissement. Merci. Donc il est proposé, effectivement, voilà, il est proposé d'affecter au compte 1008 du budget principal pour un montant de 1 800 369 €. C'est-à-dire que nous gardons 300 000 € du résultat de fonctionnement dans le fonctionnement, à titre précautionnel. Le reste est viré à l'investissement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Donc je vous propose d'en délibérer. Et partant du principe que le résultat s'élève à 1 positif à 1 308 369 €, d'en affecter 1 8 369 € en réserve en investissement et de reporter pour 300 000 en section de fonctionnement. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions?
Donc 3 votes contre et 1 abstention. Adopté à la majorité. Donc nous en profitons pour revoir le budget supplémentaire pour l'exercice 2019, pour intégrer donc ces décisions. Donc Patrick, je te redonne la parole. Merci. Oui, merci. Donc le budget supplémentaire 2019 tient compte à la fois de l'affectation du résultat et des nouvelles dépenses qui ont pu apparaître depuis l'élaboration du budget initial. Le budget supplémentaire 2019, donc en section de fonctionnement tout d'abord. Affectation du résultat 2018, comme nous l'avons dit, nous gardons 300 000 € en fonctionnement et tout le reste est viré à l'investissement. Or, on s'aperçoit que les dépenses qui sont apparues depuis en matière de fonctionnement se limitent à 50 000 €. Donc il s'agit de provisions en vue de taxes foncières pour le paiement des taxes foncières réclamées par le service des impôts pour la station d'épuration. Il s'agit également d'une petite somme de 5 000 € pour les fêtes et cérémonies et des subventions pour le service des sports. Il est également inscrit des crédits supplémentaires pour le CCRS en prévision d'une éventuelle revalorisation de la subvention à ces établissements. Le total de ces 3 chapitres de dépenses représente 50 000 €. Donc, comme nous avons gardé 300 000 € en investissement, en fonctionnement, et que nous avons des dépenses, nous sommes confrontés à des dépenses nouvelles que de 50 000 €, nous pouvons décider d'augmenter le virement à la section d'investissement de 250 000 €. On ne garde que 50 000 € sur les 300 000, en sachant toutefois qu'on pourra faire un mouvement inverse si de nouvelles dépenses apparaissent ultérieurement. Donc je vous propose, en ce qui concerne le fonctionnement, de virer sur les 300 000 qui avaient été mis de côté, 250 000 à la section investissement. Alors maintenant, nous regardons le nouveau budget en ce qui concerne l'investissement. Il reste à prendre en dépenses les restes à réaliser du budget et en recettes le solde d'exécution de la section d'investissement de l'exercice 2018 du budget principal. Alors, concernant les dépenses, on reprend donc les restes à réaliser qui se montent à 289 728 € et on voit apparaître de nouvelles dépenses également pour 130 230 €. Alors, quelles sont ces nouvelles dépenses ? Il s'agit de crédits supplémentaires, enfin de dépenses supplémentaires pour 68 000 € pour les travaux à réaliser au gymnase pour sa mise en accessibilité. Il s'agit également de 3 700 € qui sont ajoutés pour financer les frais liés aux honoraires et une étude pour l'aménagement d'un parking. En voirie, la municipalité va expérimenter l'implantation d'un feu dit comportemental sur le cours Gambetta aux abords des écoles afin de réduire la vitesse et faciliter la circulation des piétons. Les crédits inscrits sur le service voirie à l'article 2152 s'élèvent à 20 000 € donc pour ce feu. Les crédits supplémentaires sont inscrits également sur l'opération de mise en conformité de la salle des fêtes pour 18 000 € et sur l'opération de rénovation de l'école des jardins pour 20 530 €. Donc le total représente 130 230 € de nouvelles dépenses. Donc vous avez le tableau qui apparaît à l'écran. Vous voyez apparaître les nouvelles dépenses en reste à réaliser pour 289 000 et les dépenses supplémentaires 15 700 plus 76 000 38 530 qui représentent 130 250 €. Alors vous avez également des opérations patrimoniales mais qui s'annulent puisqu'on les trouve des deux côtés en dépenses et en recettes. Il s'agit d'une simple régularisation. Alors concernant les recettes maintenant, le budget supplémentaire reprend le solde de la clôture de la section d'investissement pour 745 000 €. Donc on voit que ce montant est bien supérieur aux dépenses de reste à réaliser et de nouvelles dépenses pour 130 000 €. Donc la différence, eh bien, elle va venir, justement comme le maire l'a expliqué tout à l'heure, en diminution, pour s'ajuster, en diminution de l'emprunt budgétaire. L'emprunt budgétaire est ramené à diminuer de 1 583 000 €. Il est rapporté à 1 654 716 €. Donc il diminue quand même d'1,5 million, qui représente l'excédent des recettes par rapport au reste à réaliser et aux nouvelles dépenses.
L'ensemble des modifications est repris en annexe à la délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Ripoll, je vous en prie. Oui, j'ai perdu ma ligne. Je crois qu'il est prévu peut-être une dépense supplémentaire qui serait attribuée au CCAS, mais il est indiqué que ça serait fait si besoin était, quoi. Je vais pas retrouver ma ligne. Hein. Donc s'il n'y a pas besoin, qu'est-ce que vous ferez du montant considéré? Si vous voulez, la subvention au CCAS est toujours une subvention d'équilibre, je vous le rappelle. Hein. Donc ça veut dire que s'il y a une dégradation au CCAS, c'est la commune qui l'assume, et s'il n'y a pas de dégradation, la subvention est réduite. Donc la subvention sera ramenée à son strict besoin. S'il n'y avait pas le besoin, on ne reverserait pas. Par ailleurs, vous indiquez, alors là, j'ai pas perdu ma ligne, que 3 700 € seraient ajoutés pour l'étude concernant l'aménagement d'un parking. Est-ce que vous savez de quel parking? Alors, on a des projets sur le cœur de ville, etc., qu'on verra tout à l'heure, mais est-ce que vous avez une idée précise sur le parking considéré? Il s'agit du CAUE et c'est le parking Courgambettin. L'étude pour le parking Courgambettin. Très bien. Donc je vous propose d'en délibérer et de voter le budget supplémentaire 2019 tel qu'il vous a été décrit dans le document et présenté par Patrick. Y a-t-il des oppositions? Une opposition, deux oppositions, trois oppositions, des abstentions, une abstention, donc adoptée à la majorité. Je vous remercie. Nous avons terminé les dossiers financiers. Patrick, je te remercie. Nous avons à délibérer sur une garantie d'emprunt à donner à l'établissement Les Cigales, l'EHPAD, pour un emprunt qu'il a contracté auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel pour ses travaux de restructuration. Donc, comme vous le savez, l'EHPAD a engagé une opération tout à fait importante d'extension et de restructuration. Et dans ce cadre-là, il a été amené à négocier un emprunt pour 2 400 000 €. Dans ce cadre-là également, il sollicite la commune et le département pour une garantie sollicitée à hauteur de 50%. Donc, le taux avec lequel ils ont traité est un taux d'intérêt annuel variable sur livret A, c'est un taux de 1,86. L'obtention de ces prêts est subordonnée totalement aux garanties données par les collectivités, départements et communes du Thor. Donc sans notre garantie, le prêt ne peut pas avoir lieu auprès de la banque. Donc la délibération prévoit l'ensemble, je dirais, des clauses, des garanties de ces emprunts. La somme des annuités réelles de la collectivité, des emprunts déjà garantis, de la première annuité de l'emprunt à garantir, ne doit pas dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement. On ne peut pas s'engager au-delà de ceci. Donc le taux actuel pour notre commune, en comptant la garantie des présents prêts, est inférieur à 16%. Deuxièmement, le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur ne doit pas dépasser 10% des emprunts garantis. En effet, les emprunts garantis par la commune concernent un nombre limité de bénéficiaires. Donc, il y a la société Vaucluse Logement, qui est devenue Grand Delta Habitat, Mistral Habitat, l'Office public d'HLM d'Avignon et l'établissement public de la maison de retraite. La quotité garantie par une collectivité sur un même emprunt n'excède pas 50%. Cette condition s'applique à la garantie qui est sollicitée. Donc voilà un peu les conditions qui nous ont permis de vous présenter cette délibération et de donner un avis favorable à ce que notre collectivité puisse garantir 50% de l'emprunt engagé par l'EHPAD. Avez-vous des questions avant de délibérer? Oui, je vous en prie, Madame Agoguet. Voilà. Comme il s'agit d'un prêt locatif social, est-ce que le nombre de chambres qui va être créé, supplémentaire, permettra de réduire l'amende au titre des logements sociaux et de la loi SRU? Est-ce que ça permettra de déduire? Complètement.
c'est tout à fait ça. Donc, la valorisation des lits se fait à hauteur de 50%. Il y a des formules, hein, donc c'est environ 50%. Et donc, une fois l'opération terminée, effectivement, nous pourrons valoriser une quarantaine ou 45 logements sociaux supplémentaires. Donc, ça permettra effectivement de réduire ou de limiter des expansions, je dirais, de notre pénalité. Voilà. Pas d'autres questions? Donc, je vous propose d'en délibérer, d'accorder votre garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 2 400 000 souscrit par l'EHPAD auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel. C'est une durée de 25 ans, un taux d'intérêt de 1,86, basé sur le livret A, des périodicités trimestrielles, un amortissement constant, et les garanties 50% communes, 50% par le département. Donc, et bien évidemment, on s'engage pendant la durée de ce prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt ou du solde du prêt. Et de m'autoriser à signer, intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse fédérale et l'emprunteur. Avez-vous, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Modification des tarifs pour les transports scolaires. Marie-Hélène Biel a la parole. Merci. Merci bien. La commune fixe un certain nombre de tarifs pour les services rendus à la population qui sont régulièrement réactualisés en prenant en compte la situation des services concernés. La dernière actualisation a été réalisée en janvier 2019. Concernant les transports scolaires et suite au transfert de la compétence au Conseil régional, des discussions ont lieu entre les services concernant les tarifs pratiqués par la collectivité. Le tarif pratiqué par le Conseil régional pour une inscription à la rentrée scolaire est de 110 €. Sur ce montant, la commune du Thor prend à sa charge 55 € et facture à l'usager 55 €. Le Conseil régional a décidé de mettre en place des tarifs dégressifs selon la période d'inscription, avec une possibilité d'inscription jusqu'au 15 mai. La commune doit donc adapter ses tarifs. Le tableau présente le montant des droits d'inscription sollicités par le Conseil régional, le montant de la participation de la commune et le tarif qu'il est proposé d'appliquer aux familles. Donc, achat de la carte à la rentrée scolaire, tarif Conseil régional 110 €, participation de la commune 55, participation des familles 55. Donc là, ça reste pareil qu'avant. Achat de la carte à partir du 1er janvier 85 € par le Conseil régional. La commune 45, la participation des familles 40. Achat de la carte à partir du 1er avril et jusqu'au 15 mai, 45 € pour le Conseil régional. Commune 25 €, famille 20 € et achat d'une carte pour les familles à faible quotient familial, c'est-à-dire en dessous de 700 €. Conseil régional 10 €, participation de la commune 0 et participation des familles 10 €. Ces nouvelles tarifications sont applicables à partir de l'année 2018-2019. Pour information, je vous dis que le Conseil régional nous a envoyé une note. Ils vont changer le système à partir de la rentrée, donc il faudra que nous adoptions une autre délibération. Voilà, mais cette délibération, on est obligé de la porter au conseil municipal parce qu'elle a commencé à l'année 2018-2019 qui est en train de s'écouler. Voilà, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Lily, je vous en prie. Oui, pardon, c'est juste une question de compréhension. En fait, là, on vote des tarifs pour l'année 2018-2019. C'est rétroactif, du coup? Concerne deux familles, ça a concerné deux familles, donc de toute façon, qui sont arrivées très tard, et donc on est obligé de voter cette délibération. Voilà. Très bien, donc je vous propose de fixer le service des transports scolaires comme indiqué dans le tableau qui vous a été présenté, et dit que ces tarifs sont applicables à partir de l'année 2018-2019 et jusqu'à leur prochaine modification qui est déjà annoncée.
Y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc adoptées à l'unanimité? La délibération suivante traite de la restauration municipale et de la fourniture des repas à la communauté de communes. Merci. Alors, le conseil communautaire du 21 septembre 2017 et le conseil municipal du 17 octobre 2017 ont adopté les nouveaux statuts de la communauté de communes applicables au 1er janvier 2018. Ceux-ci intègrent au titre des compétences optionnelles une compétence action sociale d'intérêt communautaire, la petite enfance. Le préfet a validé ces nouveaux statuts par arrêté en date du 22 novembre 2017. La gestion de la crèche L'Arlequine est donc confiée depuis cette date à la communauté de communes. Par délibération du 30 janvier 2018, le conseil municipal a délibéré pour approuver la convention de fourniture de repas entre la ville du Thor et la communauté de communes Pays de Sorgue Mont de Vaucluse pour la crèche de L'Arlequine, poursuivant ainsi le fonctionnement établi depuis plusieurs années pour la fourniture des repas des jeunes taurois accueillis à la crèche de L'Arlequine. Par délibération en date du 4 avril 2019, la communauté de communes a de nouveau délibéré pour le renouvellement annuel de cette convention. Afin de poursuivre ce partenariat, il est aujourd'hui nécessaire de reconduire cette convention. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, pas de questions. Je vous propose donc d'autoriser le maire à signer la convention entre la communauté de communes des Pays de Sorgue et Mont de Vaucluse et la commune du Thor pour la fourniture des repas en liaison chaude à la crèche L'Arlequine par la commune du Thor, tel que présenté en annexe de la délibération. Et enfin, de fixer le prix du repas facturé à la communauté de communes pour la crèche L'Arlequine à 3,20 € pour 2019 et le prix du goûter à 30 centimes d'euros. En cas de reconduction, ces tarifs pourront être revus en accord avec la communauté de communes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Le dossier suivant, c'est la convention de mise à disposition de la balayeuse communale avec conducteur, s'il vous plaît, pour la prestation de balayage mécanique de la déchetterie intercommunale. Jacques Nicolas, tu as la parole. La déchetterie intercommunale du Thor est gérée par la communauté de communes, Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse. Dans un objectif de mutualisation, la communauté de communes souhaite conventionner avec la commune pour le passage d'une balayeuse municipale sur le site de la déchetterie du Thor, permettant ainsi un entretien régulier de celle-ci. La convention qui est derrière, en fait, c'est un passage par mois avec mise à disposition du conducteur. La convention qui est derrière définit les modalités d'utilisation de la balayeuse et c'est mis à disposition gratuitement. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Petite, très petite délibération. Mais moi j'ai une question, monsieur Nicolas. Est-ce que le temps de balayage est supérieur au temps pour aller jusque là-bas et revenir avec la petite balayeuse? C'est la grosse qui part, mais... Ah, c'est la grosse, d'accord, ouais, ça va. Mais c'est la Schmitt, quoi, c'est la verte. Là, d'accord. Mais cela dit... c'est quand même un petit risque, hein, parce que la balayeuse sur la route d'Avignon, bon, c'est sûr qu'il... Bon, il faudra lui mettre l'équipé de phare warning. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Cette mise à disposition, elle sera de manière permanente? Pardon? La mise à disposition, elle sera de manière permanente? C'est-à-dire, elle est votée par une convention, je pense que c'est renouvelé régulièrement, tous les ans, je pense, non? Oui. C'est une fois par mois. Si on n'a pas été modifié, si vous voulez, ou rompu, voilà. C'était ça votre question? C'est ça votre question? Oui. Un an renouvelable. Très bien, donc je vous propose en délibéré d'approuver les termes de la convention qui est jointe en annexe, qui définit les modalités de réalisation de prestations de balayage mécanique à la déchetterie intercommunale du Thor par les services techniques municipaux, et d'autoriser le maire à signer la dite convention. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité, merci. La délibération suivante, Christian Royer, c'est l'acquisition d'une... Ah non, oui, c'est Christian Royer, je crois. Non, c'est Christian David, pardon. De la parcelle cadastrée B588 au lieu dit Montagne de Toujon. Christiane, tu as la parole. Merci.
Monsieur Raymond Rouget, domicilié 284 avenue des Sorgues à Velleron, souhaite vendre un terrain dont il est propriétaire situé sur le flanc ouest de la colline de Touzon. Ce terrain cadastré section B numéro 588 représente une superficie de 780 mètres carrés. Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée B 1034 qui est en cours d'acquisition par la commune suite à la délibération du conseil municipal en date du 20 novembre 2018. Par courrier en date du 15 avril 2019, M. Raymond Rouget a accepté de vendre à la commune ce terrain au prix d'1 euro le mètre carré, soit une somme totale de 780 euros. Il est rappelé que cette partie de la colline présente un intérêt faunistique et floristique. Ce terrain est classé en zone NF2 du plan local d'urbanisme. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. En outre, ce secteur est soumis à un risque feu de forêt avec un aléa fort. Il est rappelé que les frais inhérents à cette acquisition seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Avez-vous des questions? Donc, pas de questions. Je vous propose donc de décider d'acquérir la parcelle cadastrée numéro B 588, lieu dit montagne de Touzon, pour une superficie de 780 mètres carrés de monsieur Raymond Rouget, pour un montant de 780 euros, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, Christian, traite de la signature d'une convention avec l'entreprise Orange pour l'installation d'une station relais de radiotéléphonie sur un pylône déjà installé par SFR, situé sur le terrain communal de Grange-Vieille. Tu as la parole. Merci. La société Orange, dont le siège social se situe 78 rue Olivier de Serres à Paris, exploite des réseaux de télécommunications sur le réseau national. Pour les besoins de l'exploitation de ces réseaux, actuels et futurs, cette entreprise souhaite installer un relais supplémentaire sur la commune. Orange dispose déjà d'une antenne relais sur la commune. Elle est installée sur le terrain communal situé à route d'Avignon, cadastré section AY 99, c'est à côté de la déchetterie. Son souhait serait d'installer un nouveau relais à proximité du centre-ville, plus particulièrement dans la partie est de l'agglomération. La commune propriétaire d'une parcelle cadastrée AD 408, dans sa séance du 26 juin 2018, le conseil municipal s'est prononcé favorablement pour louer à la société SFR environ 25 mètres carrés de cette parcelle afin d'y installer une antenne. Orange propose d'installer une station relais de radiotéléphonie sur le terrain d'une surface de 10 mètres carrés mitoyen à celui loué à SFR. Les antennes seront intégrées à l'intérieur d'un pylône installé par SFR. En fait, quand un pylône, c'est un tube. À cet effet, une convention de location de l'espace précité officialisera les relations entre la commune et la société Orange. Sa durée est fixée à 12 ans, renouvelable par période successive de 6 ans, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée, avec accusé de réception respectant un préavis de 24 mois. Le loyer mensuel de départ est fixé à 3 000 euros net, toute charge annuelle, oui. Toute taxe, annuelle, incluse. Dommage. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette location et autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Christian, avez-vous des questions? Oui, Madame Agoguet. Oui, alors je suppose que, comme précédemment pour l'antenne SFR, vous n'avez pas demandé à Orange d'installer des antennes qui émettraient des faibles émissions, du genre 6 volts par mètre,
Alors que les normes, c'est 37 à 61 volts par mètre. Mais dans les grandes villes, les maires demandent en général que les émissions soient moins fortes. Donc, je voulais savoir si vous aviez évoqué le problème avec Orange et si, voilà. Deux choses. C'est en ville, les pylônes, souvent, ce ne sont pas des pylônes, ce sont des antennes qui sont plus faibles, mais qui ont plus faible rayon d'action. Là, ici, donc, c'est une antenne qui balaye de façon assez grande. Donc, il y a un problème de hauteur. Et si on veut la 3G, c'est une façon, la 4G, c'est une autre, etc., quoi. Et par contre, le problème, c'est que les émissions qui sont donc émises sont toujours dans les normes les normes de l'ARS, etc., quoi. De la santé. J'entends bien, la norme, c'est entre 37 et 61 volts, mais il est possible de demander que les émissions soient réduites à 6 volts par mètre. Alors oui. Stéphane Mathieu nous expliquerait qu'il y a un intérêt aussi à faire plus puissant, moins longtemps, et plutôt que... Si l'on veut que l'antenne, elle serve sur un rayon de 300 mètres, on peut faire ce que l'on veut. Le vrai problème, il est là, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de taurois qui se plaignent de ne pas avoir une belle couverture sur leurs différents réseaux. Alors, je ne sais pas si c'est spécialement Orange, Bouygues ou SFR. Bon, le problème, c'est si on met des antennes qui ont une puissance, effectivement, pour aller à 300 mètres, il faut démultiplier le nombre d'antennes. Sinon, on n'aura pas de couverture. Alors, est-ce qu'on veut rester un village sur lequel on n'aura pas accès au téléphone? C'est peut-être possible, hein, ça. Enfin, pour l'instant, on ne l'a pas décidé, quoi. Bon. Ou est-ce qu'on veut couvrir partout d'antennes sur la commune avec des petits émetteurs sur 300 mètres? Parce qu'en ville, si vous voulez, la possibilité d'installer de multiples antennes est beaucoup plus facile, puisqu'il y a des grands bâtiments, voilà. On n'est pas dans ce cas-là sur notre commune. Hein. Mais justement, si on pourrait imaginer de mettre plusieurs petites antennes avec un impact d'émission à 6 volts par mètre, ce qui fait que la puissance sur une seule antenne, elle serait moins forte. Alors que là, ils vont se prendre, ceux qui sont à proximité, ils vont se prendre toute la charge. En plus, à chaque fois, il y a des antennes supplémentaires. Alors, je ne suis pas de la partie, mais est-ce que ça se cumule? C'est-à-dire que... Les émissions d'une antenne et de l'autre s'accumulent, se cumulent. Enfin, je veux dire, on aurait pu répartir la charge sur d'autres antennes. L'antenne, il y a deux points. Il y a la puissance qu'il peut y avoir, et puis également il y a la hauteur où on le place. C'est-à-dire que si on veut mettre X antennes dans le tord de partout, mais à 24 mètres, il faut bien les mettre sur quelque chose. On les mettra sur les arbres. Le maire l'a dit, sur les toits. J'en sais rien. Oui, non, mais on n'a pas la hauteur suffisante, hein, vous le savez. On n'a pas la hauteur suffisante en dehors de l'église. Vous voulez qu'on couvre le toit de l'église d'antenne? C'est peut-être pas la bonne idée. Vous en avez mis assez, pour revenir, cette antenne, initialement, l'antenne SFR, elle était prévue d'être installée au Boulodrome. L'ABF a refusé. Et c'est avec l'ABF que la localisation de l'antenne était définie. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté que d'abord ça rende le résultat qui est demandé, que l'ABF soit d'accord, qu'il y ait un point de livraison d'énergie, parce qu'il faut également que le courant électrique passe, etc. C'est tout. Et les opérateurs, ils ne sont pas idiots. S'ils peuvent mettre une antenne plus petite, ils la mettraient. Ils ne vont pas faire des dépenses pour se faire plaisir. Non, mais je trouve que quand même, on aurait pu choisir un autre procédé de déploiement de ces antennes, peut-être les mettre en périphérie, enfin là où voilà, mais de faible émission. Et quand même, ceux qui réclament à corps et à cri le réseau à l'intérieur de la ville, bon, un jour, ce sera peut-être ceux-là qui feront un procès parce que ils ont un cancer ou je sais pas quoi. Mais on va avoir la 5G, c'est pareil, il va y avoir encore d'autres antennes et c'est exponentiel, quoi. Il prévoit des antennes de façon à prévoir non seulement la 4G, mais avec une prévision aussi de la 5G demain. Ben moi, je suis inquiète pour ceux qui habitent en dessous, hein, excusez-moi, mais... Mais c'est pas immédiatement en dessous qu'il y a le plus d'émissions, hein, vous savez. Il y a un pilier qui fait 24 mètres et il y a un rayonnement, et ceux qui sont juste en dessous, ils ne sont pas sous le rayonnement direct. Hein. C'est lorsqu'on est près de l'émission. L'émission, elle est à 24 mètres. Il y a plus de risques en faisant ça qu'avec l'antenne.
mettre des pigeons voyageurs. C'est pas ça, Christian. C'est que dans les grandes villes, il y a des mesures qui sont prises. Pourquoi ne pas s'en inspirer et demander des antennes à faible émission? Le procédé existe, je comprends pas. Le problème n'est pas le même. Mais parce que ça démultiplie les antennes. Et je pense qu'il y aurait des critiques de dire, écoutez, c'est inénarrable, il y a des antennes tous les 600 mètres. Voilà. Et en plus, il faut trouver les lieux. Hein. C'est pas obligatoirement évident. Après, on est chez des particuliers. Là, on est chez nous, la commune. Donc, on peut passer ce type de convention. Mais après, ça passe chez des particuliers. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, je pense qu'à la prochaine délibération qui traitera de cette téléphonie, on redébattra de ce point-là. Mais tant que vous n'aurez pas démontré votre envie de faire différemment, oui, on en redébattra. Oui. Juste essayer de négocier, essayer de demander, essayer de faire évaluer l'impact avec une émission à 6 volts et une émission à 36, voire 61 volts. Enfin, essayez de le faire, on verra, on en rediscutera. Mais, Madame Agoguet, Voltmètre. nous ne voulons pas d'antennes partout. Nous ne voulons pas défigurer avec des antennes partout. C'est un Oui, choix. vous préférez impacter la santé de quelques-uns qui seront juste à proximité. Bon, voilà. Là, vous affirmez des choses que vous êtes totalement incapable de prouver. Hein. Attention, hein. Dans l'autre, on n'est ni expert ni vous ni nous. Ce que je regrette, c'est que vous ne demandez pas, vous ne prenez pas la peine de faire des études ou une analyse pour savoir quels seraient les deux procédés différents. Je vais te répondre. Avant d'avoir, donc aujourd'hui, c'est une convention donc, que l'on signe avec Orange. Il y en a une avec SFR. SFR nous a envoyé la semaine dernière ce qui s'appelle un dossier d'information, justement, où il donne toutes les précisions. On peut demander, en effet, donc des mesures. Et il ne pourra déposer sa DP que dans 2 mois. Donc il y a des études se font, mais mettons pas la charrue avant les bœufs. Montrez-nous la bonne volonté à essayer de trouver des solutions alternatives. Bon, on va voter. Donc, je vous propose en délibéré de donner un avis favorable à l'installation d'une station relais de radiotéléphonie sur la parcelle communale lieu-dit Grange-Vieille, d'autoriser la location d'une surface d'environ 10 mètres carrés à la société Orange pour un loyer de 3 000 € net, toutes charges comprises, loyer annuel. Fixer la durée de la location de l'espace précité à 12 ans, reconductible tacitement par période successive de 6 ans, sauf réalisation par l'une ou l'autre des parties, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer la convention. Donc, y a-t-il des oppositions? Donc, trois oppositions, des abstentions, une abstention, donc adopté à la majorité. La délibération suivante est une autorisation donnée au maire pour signer et déposer une déclaration préalable pour la modification des voies et espaces publics. C'est l'opération Cœur de Ville. Christian Royer, merci. La commune a entrepris la réalisation d'un programme de travaux intitulé Cœur de Ville. Ce programme a pour objectifs principaux la sécurisation, la redynamisation et l'embellissement du centre historique du Thor, en redonnant une qualité de vie dans un environnement revalorisé. La finalité du projet, fruit d'une concertation suivie avec la population et du travail du cabinet d'études compétent, le projet Cœur de Ville veut offrir un espace de vie confortable avec mixité des commerces et des habitations, conçu autour de 4 axes. Apaiser la relation piéton-véhicule dans le cœur de ville, confortable pour tous. Redimensionner l'offre de stationnement pour une partition des espaces publics plus équilibrée, rendre accessibles les espaces publics pour tous. Combiner urbanité au quotidien et manifestations, fêtes votives, marchés, avec des espaces publics de convivialité polyvalents. Les 2 premières tranches de l'opération, dont les travaux seront réalisés en 2019-2020, concernent les abords de l'église et la rue de la République, la place de la Cure et les rues Pierre-Goujon et Malmaillon. La place du 8 mai et du 11 novembre, la place du Marché, la place de la Liberté, les rues Gustave Roux et Pasteur.
Les travaux vont engendrer l'installation de mobilier urbain, des modifications des voies, d'espaces publics et des plantations dans les abords de monuments historiques. Le détail des travaux est configuré dans le plan ci-joint. En application de l'article R 421-25 du Code de l'urbanisme, ces installations et modifications nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer et déposer cette demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Christian. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Agoguet. On attendra la commission aux travaux pour voir le détail. Et puis les modifications des voies, je sais pas en quoi ça consiste, modification des voies, t'entends quoi par là? La modification des voies, c'est essentiellement la modification de la circulation sur certaines voies. Il n'y a pas des... Par exemple, la place du 8 mai va être modifiée. La rue de la République va être modifiée aussi puisqu'elle va changer, non pas de sens ou d'axe, mais de conformité. Et la circulation devant la place du marché, l'enfilade des places va être modifiée. Donc on vous le précisera tout ça. Donc Oui, pardon, Monsieur Rip. Oui, dans la continuité, vous parlez aussi des rues Pierre Goujean et Wallard-Meillon. Qu'est-ce que vous allez y faire? C'est aussi des changements de circulation, ce genre La de rue choses? Pierre Goujean, elle fait partie du projet complètement. Elle est réhabilitée. La rue Malmaillon aussi, quoi. Donc, en fait, le projet s'arrête un peu après la rue Malmaillon, dans la rue Pierre Goujean. C'est un petit peu avant la salle des fêtes. Donc, elles font partie des rues modifiées, oui. Elles sont actuellement, d'ailleurs, en cours de modification sur la partie des travaux préalables, puisqu'on refait on a refait tout l'assainissement et toute l'arrivée d'eau potable. Et elles sont modifiées, elles sont dans ce projet là, que je vous invite à venir consulter et sur lesquels on peut répondre à toutes vos questions, ce qu'on a fait pendant 3 semaines. Et on le refera volontiers si vous le désirez. On a 450 taurois qui sont venus consulter à l'Office du tourisme et que nous avons reçus et à qui on a donné l'ensemble des commentaires. Vous auriez pu venir, Monsieur Ripoll, on vous aurait bien reçu. Oui, vous aurez les mêmes réponses qui ont été données. Oui, tout à fait. Qui ont été données. Je ne pense pas qu'il y ait une question qui ait été posée auquel on n'ait pas répondu. Donc, qu'il y ait des questions qui n'aient pas été posées, c'est possible, mais qu'il y ait des réponses qui n'aient pas été fournies, je ne le crois pas. Donc, cela dit, si vous voulez poser des questions, même jusqu'au démarrage des travaux, on est à votre disposition pour y répondre. C'est pas du tout secret. Au contraire, plus il y aura de notoriété sur ce projet, plus on sera content que vous participiez à la diffusion de ce projet. C'est avec plaisir qu'on vous donnera les réponses. Très bien. Donc, je vous propose d'autoriser le maire à signer et à déposer une déclaration préalable pour l'installation de mobilier urbain, les modifications de voies, espaces publics et plantations dans le cadre des 2 premières tranches de travaux du projet Cœur de Ville. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Christian, tu es de nouveau aux manettes pour le transfert au syndicat d'électrification vauclusien, SEV, de la compétence optionnelle infrastructure de recharge pour les véhicules hybrides. Je te laisse la parole. Merci. Par délibération en date du 30 octobre 2018, la commune a délibéré pour autoriser le syndicat d'électrification vauclusien, SEV, à installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. La gestion de ces bornes doit être assurée par le syndicat d'électrification vauclusien et conformément à l'article L. 2224-37 du CGT, la compétence doit être transférée par la commune au syndicat. Par délibération du comité syndical du 30 septembre 2018, les statuts du SEV ont été modifiés, notamment l'article 2.2.2 concernant la compétence optionnelle infrastructure de recharge pour véhicules électriques et définissant les conditions techniques, administratives et financières d'exercice de cette compétence. Monsieur le préfet a entériné
cette modification par arrêté du 28 mars 2019. Il convient de délibérer pour transférer cette compétence au SEV. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Donc pas de questions. Je vous propose en délibéré de décider de transférer au syndicat d'électrification vauclusien la compétence optionnelle infrastructure de recharge pour véhicules hybrides et électriques et d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette présente décision. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Le rapport suivant traite de l'attribution d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections européennes qui se sont déroulées dimanche dernier. Donc à l'occasion de ces élections, qui ont été compliquées à organiser et dans le déroulement, c'était pas simple. Donc je remercie les agents et l'ensemble des élus qui ont pu participer à cette journée. Certains agents de la collectivité ont été mobilisés durant la journée du 26 mai afin d'assurer le secrétariat d'un bureau de vote ou différentes tâches administratives liées au scrutin. 3 d'entre eux, de ces agents, qui sont titulaires d'un grade de catégorie A ou B, ne peuvent pas percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les heures supplémentaires. Dans ce cas, l'arrêté ministériel de février 62 fixe les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire pour élection. Cette indemnité est calculée sur la base d'un crédit global et d'un taux individuel maximum calculé par référence à la valeur moyenne de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 2e catégorie, qui sont institués dans la commune. Pour les élections politiques, le crédit global correspond à 1/12e du taux moyen annuel dit FTS de 2e catégorie, c'est-à-dire 1 092,80 €, multiplié par le nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire pour élection, soit pour les élections européennes dernières, 3 agents, et multiplié par le coefficient décidé par la collectivité. Compte tenu de la charge de travail de ces agents et du taux moyen d'IFTS, je vous propose d'appliquer un coefficient individuel de 3,85, ce qui donnera une enveloppe globale de 1 051,83 € et 350,61 € par agent pour ce scrutin. Avez-vous des questions sur cette explication ultra technique et sophistiquée? Merci de ne pas poser de questions. C'est sympathique de votre part. Non. Donc, je vous propose d'en délibérer et de décider pour les 3 agents de catégorie B et A qui ont effectué des travaux supplémentaires et qui ne peuvent pas prétendre à ces heures l'attribution d'une indemnité complémentaire, de décider que le montant de cette indemnité sera calculé comme je vous l'ai annoncé, soit 350,61 € par agent. Et bien sûr, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Les agents concernés vous remercient chaleureusement. Adopté à l'unanimité. Création d'un poste destiné à pourvoir aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. Donc ça concerne le centre technique. La présente délibération a pour objet de fixer le nombre de postes nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. À ce titre, je vous propose la création d'un poste d'adjoint technique territorial non titulaire destiné à faire face à un surcroît de travail pouvant intervenir dans le centre technique, espace vert, voirie, bâtiment durant la saison estivale. Pour le poste ainsi créé, la rémunération sera indexée sur le premier échelon de l'échelle C1. Donc voilà, il nous faut délibérer. Y avez-vous des questions? Donc je vous remercie. Je vous propose de décider au titre d'un accroissement temporaire d'activité la création d'un poste d'adjoint technique territorial non titulaire destiné à faire face à un surcroît de travail au sein du centre technique municipal. Fixer la rémunération de cette agence sur la base du premier échelon et dit que les crédits sont inscrits au budget. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous en remercie. La délibération suivante, toujours dans le cadre des ressources humaines, c'est de fixer les plafonds de prise en charge des frais liés à l'utilisation du compte personnel de formation.
Donc vous savez que la loi a institué un compte personnel de formation d'activité qui se compose de 2 comptes distincts, le compte personnel de formation, CPF, et le compte d'engagement citoyen. Donc ceci a pour objectif, pour l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie, la liberté d'action de l'agent et de faciliter son évolution professionnelle. Ces formations sont généralement demandées dans le cadre d'une évolution ou d'un changement, je dirais, d'activité. Donc le compte personnel de formation qui est mis en œuvre ici se substitue au droit individuel à la formation. Il permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation au regard du travail accompli dans la limite de 150 heures, etc. Il y a des quotas, bien évidemment. Le compte d'engagement citoyen permet à l'agent d'obtenir des droits supplémentaires à la formation en reconnaissance d'activités bénévoles ou de volontariat qu'il exerce, par exemple réserve militaire, service civique, service réserve sanitaire, etc. Ce droit supplémentaire est de 20 heures par activité. Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celle relative à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification. Donc c'est en supplément. Donc il nous est demandé de fixer des plafonds. Et donc il est proposé de fixer à 500 € le montant de prise en charge par action de formation. Deuxièmement, de plafonner le nombre d'actions à 4 pour l'année civile, pour l'ensemble de la collectivité, soit un budget annuel de 2 000 €, qui viendra bien sûr s'ajouter au budget de formation, et limité à 2 actions par année civile pour un même agent. Et enfin, de ne pas prendre en compte les frais de déplacement et de restauration. Avez-vous des questions avant que nous délibérions? Oui, Madame Lily, j'en prie. Ma question, c'était de savoir pourquoi vous plafonnez du coup le nombre d'actions à 4. Si vous voulez, aujourd'hui, on n'en a aucune. Bon, donc voilà. Et c'est des actions de formation qui, globalement, sont destinées à ce que l'agent puisse quitter la commune pour partir sur une création d'entreprise. Bon, si on avait une demande importante, on serait à même de revoir ceci, quoi. Mais il faut bien fixer des plafonds, quoi. Voilà. Oui, Monsieur Ripoll. Est-ce que vous allez mettre en place, si les demandes arrivent dans l'année, une commission pour faire le choix des actions qui seraient suivies? Non, je ne pense pas de commission, non. C'est la direction générale des services et des ressources humaines, sous l'autorité du maire, qui seront amenés à trancher. Bon, quelquefois les commissions, ça retarde beaucoup les choses. Hein. Non, mais c'était surtout pour lier à la décision des représentants du personnel, par exemple. Bien évidemment, le comité technique, le CT, est informé, hein, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas une commission, hein, c'est un comité technique. Très bien. Donc je vous propose d'en délibérer et de décider que la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à ce suivi, montant maximum 500 €, comme je l'ai dit, nombre d'actions pour l'année civile pour l'ensemble de la collectivité fixé à 4, un budget annuel de 2 000 € qui viendra s'ajouter au budget de formation, que les frais de déplacement et de restauration liés à l'utilisation de ce compte ne seront pas pris en charge et que les actions de formation prioritaires accordées au titre du CPF sont les actions de formation visant à prévenir consécutives à une inaptitude à l'exercice des missions, validation des acquis de l'expérience, préparation au concours et examen. Et bien sûr que les crédits correspondants sont bien inscrits au budget. Avez-vous des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Merci. Règlement d'utilisation et de remisage des véhicules municipaux. Donc cette délibération n'avait pas été vue depuis très très longtemps, je ne sais plus combien d'années. Et donc il est normal que les règles d'utilisation et de remisage de ces véhicules, de façon à ce que les agents soient tout à fait responsabilisés, ces règles soient listées et soient votées en délibération au conseil municipal. Donc l'objectif est de fixer
la liste des postes qui, au regard de leur spécificité ou d'une possible urgence, ouvrent droit à ce remisage à domicile d'un véhicule de service. Et donc, nous avons prévu le directeur des services techniques, le responsable du centre technique municipal ainsi que son adjoint, le responsable du service hygiène et maintenance, et à titre exceptionnel, on dit bien exceptionnel, des agents ou des élus qui seraient sur une mission ponctuelle. Et donc, bien sûr, qu'il faudrait adopter le règlement qui est joint à la présente délibération. Avez-vous des questions à poser ? Très bien, donc on décide de fixer comme suit la liste des postes au regard de leur spécificité. Directeur des services techniques, le responsable du centre technique municipal et son adjoint, le responsable du service hygiène et maintenance et à titre exceptionnel, agent ou élu en mission ponctuelle, et d'adopter le règlement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc je vous remercie. La dernière délibération traite du cinéma en plein air et de notre convention avec la Strada. Chaque année, Marie-Hélène, tu reviens avec la Strada. Petite chose en plus cette année. Bien, donc chaque été, la commune organise en partenariat avec l'association La Strada des séances de cinéma en plein air dans la cour de l'école de la Passerelle. En 2018, on a diffusé 6 films. Pour la saison 2019, la commune souhaite renouveler son partenariat avec La Strada. 5 dates seront proposées sur l'été, les jeudis soirs suivants. 4 juillet, ce sera une séance spéciale ado avec l'espace jeunesse, mais restant ouverte à tout public. Ensuite, il y aura 3 séances, 18 juillet, 8 août et 22 août. Et enfin, le 29 août, la séance est prévue avec l'accueil de loisirs du Bourdis pour une séance spéciale enfants, mais restant ouverte aussi à tout public. Le lieu de projection se fera dans la cour de l'école de la Passerelle avec, comme d'habitude, transfert à la salle des fêtes en cas d'intempéries. Alors, une petite chose en plus, pour 2019, la mairie va mettre en place une nouvelle animation culturelle le jeudi 25 juillet. Il s'agira d'une séance spéciale pour une nuit du cinéma au parc des Estourans. Un partenariat avec l'association Jazz in Mourguette qui réalise les résonances se fera en première partie et continuera avec la projection de 2 films à thématique musicale. Les gens pourront s'installer soit dans l'herbe, soit sur des chaises. Cette séance sera mise en place sous forme de prestations supplémentaires par la mairie et donc gratuite pour le public. Il nous faudra quand même compter les spectateurs ou donner un compte à peu près approximatif pour la Strada. Au vu du nombre de séances prévues, il est proposé de fixer la subvention de fonctionnement à 450 € pour 2019. Enfin, les films retenus attirent un public varié, souvent composé de familles qui ne vont pas au cinéma dans les grandes salles en raison des tarifs élevés, mais aussi de familles qui veulent profiter d'un moment de détente pour voir ou revoir un film, localement et à moindre coût. Le prix de la place de cinéma avec la Strada va de 4 € adhérents et moins de 18 ans à 5,50 € maximum, participant ainsi à une animation de proximité accessible au plus grand nombre. Afin d'accompagner ces objectifs, il est proposé une subvention d'action de 480 € permettant à la Strada de mettre en place sur la ville du Thor un tarif unique de 4 € par entrée. Cette subvention est calculée sur la base prévisionnelle de 80 entrées par séance. La mairie subventionne alors à hauteur de 1 € par entrée réelle sur l'ensemble de la saison estivale, après bilan, dans la limite des 480 € prévus. La convention jointe en annexe à la délibération précise les modalités de partenariat entre la commune et l'association. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous remercie. Nous pouvons délibérer d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association La Strada pour la projection de 6 séances de cinéma plein air en juillet et en août 2019, de leur attribuer une subvention de fonctionnement de 450 € et de leur attribuer une subvention d'action de 480 € à la même association pour la projection des séances estivales. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, notre conseil municipal est terminé. Le prochain est le 14 juin. Donc, non ? 18.
18 juin, pardon, 18 juin. Je vous rappelle qu'il y aura un conseil municipal le 18 juillet qui sera uniquement consacré, ou essentiellement consacré, peut-être pas uniquement, essentiellement consacré aux attributions du marché Cœur de Ville. Voilà, c'est un jeudi, hein, c'est pour ça qu'on vous prévient en anticipation. Voilà. Alors, avant de partir, vous avez chacun des élus, je dis bien chacun des élus, a signé les documents budgétaires. Donc, Michael va passer dans les rangs, pas pour vous distribuer des chocolats glacés, non, vous allez les présenter là. Et donc, si vous voulez bien signer, puisque ensuite ça part en préfecture. Merci à chacun.